Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 24 juin 2023 et on vient de terminer la semaine que l'on va qualifier pas la plus passionnante de l'histoire. On a eu beaucoup de choses quand même, beaucoup d'interrogations, beaucoup de discussions, beaucoup de réflexions, mais à la fin on n'est pas forcément plus avancé qu'avant. Et puis on verra sur les performances de la semaine, c'est pas la meilleure depuis longtemps. On a l'impression qu'on est presque rentré dans une espèce de correction lente, une correction lente qui nous amène gentiment à des points, on va dire, un petit peu plus réalistes. Alors pas sur tous les indices, mais en tout cas on a l'impression que sur les indices américains, on revient un petit peu dans une pente moins raide, ce qui pourrait nous confirmer un bull market paisible plutôt que super agressif comme on l'a vécu ces derniers jours. Il y a toujours beaucoup d'appels à la prudence par rapport à ce qui est en train de se passer. On a beaucoup entendu les banquiers centraux cette semaine parce qu'ils sont pas du tout à l'aise avec ce qui se passe sur l'inflation. Ça reste un thème extrêmement présent. On fait un petit peu le tour de tout ce qui s'est passé cette semaine, mais je vous préviens tout de suite, pas grand chose quand même. Alors si on fait le bilan de cette semaine, d'abord les Américains étaient en congé lundi dernier et donc on s'est concentré sur le début de la semaine qui commençait un mardi, mais aussi parce que le mercredi et le jeudi, il y avait les témoignages successifs de Monsieur Powell devant le Sénat et devant le Congrès. Résultat, eh bien, chaque fois qu'il y a ces espèces de témoignages, eh bien, on s'attend à des révolutions. Alors c'est toujours un peu particulier parce que vous le savez, la semaine d'avant, il y avait la réunion de la Fed, donc on avait déjà entendu Monsieur Powell. Il y avait des gens qui, quelque part, supposaient qu'il avait peut-être changé d'avis en l'espace de quelques jours sur un week-end prolongé. Eh bien, étonnamment, non, il n'a pas changé d'avis. Il est toujours aussi au quiche. On va dire qu'il est quand même ouvert à la discussion parce qu'il laisse entendre qu'en fonction des chiffres économiques qui sortiront dans les 5 prochaines semaines, eh bien, à ce moment-là, il pourrait éventuellement, peut-être, prendre une décision un peu moins au quiche, c'est-à-dire ne pas monter les taux. Mais pour l'instant, il a quand même plusieurs fois exprimé que la totalité, quasiment, des membres de la Fed à l'heure actuelle, des membres votants, étaient en faveur d'une ou deux hausses des taux d'ici la fin de l'année. Donc ceux qui espéraient que ça allait se calmer, eh bien ils en sont un tout petit peu revenus. Alors est-ce que c'est ça qui a déclenché une certaine on va dire prise de profit sur certains marchés? On va dire que c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais c'est vrai qu'on a quand même constaté sur certains secteurs, pour ne pas citer les semi-conducteurs, et que globalement, eh bien, c'était un petit peu plus difficile que ces derniers temps, puisqu'on a quand même des boîtes comme Intel qui ont perdu 11%, comme AMD qui a perdu 8%, Nvidia s'en sort relativement bien, mais on a vu quand même que certains de ces top exécutifs dans le board commençaient à vendre des actions Nvidia, donc on peut aussi comprendre que les mecs ils prennent un peu de profit de temps en temps, hein, histoire de se faire des vacances. Donc du coup, on avait un marché un tout petit peu hésitant et toujours très concentré sur ce qu'allait faire la Fed. Alors en résumé de la Fed, des deux témoignages étaient plus ou moins pareils. Le marché a réagi différemment les deux jours. Hein. Premier jour, commentaire au quiche, le marché termine en baisse. Et deuxième jour, commentaire toujours au quiche, le marché termine en hausse. Enfin, l'un dans l'autre, on n'était pas plus avancé qu'avant, encore une fois. Et on terminait la semaine relativement dans le rouge. On le verra après sur les graphiques, c'était pas extraordinaire. Bref, une semaine à oublier et une semaine qui soulève quand même quelques questions. Faut-il commencer à avoir peur? Faut-il prendre des profits? Alors on a eu effectivement quand même pas mal de gens qui sont venus parler. Évidemment, comme d'habitude, hein, on a toujours beaucoup de banques d'affaires qui sont très présentes. On citera Morgan Stanley en début de semaine qui disait attention, attention. On citera JP Morgan qui disait oulala, on va s'en prendre une, on ne sait pas pourquoi, mais on va s'en prendre une. Et puis ce week-end, on a monsieur Nassim Taleb, vous savez, celui qui a écrit le bouquin de Black Swan, qui a dit que finalement on était en train de construire une bulle spéculative sur l'AI et que le jour où ça pèterait, ça allait faire très mal. Alors effectivement, si c'est une bulle, le jour où ça pètera, ça fera très mal. La grande question qu'il faut savoir, c'est 1, est-ce que c'est une bulle sur l'intelligence artificielle? Et 2, quand on regarde le mouvement qu'on a fait aujourd'hui, qui est énorme en relatif, si on compare avec les bulles dans le passé, on n'est pas au début. On est à peine au début, ça commence à frémir. Donc quand ça va commencer à vraiment accélérer, là on pourra parler vraiment de bulles. Mais pour l'instant, il y a 2-3 comportements qui se rattachent à ça. Mais ça paraît un tout petit peu présomptueux pour dire que c'est une bulle là tout de suite, sachant que c'est peut-être trop tôt dans le cycle. Aujourd'hui, on cherche à les identifier très rapidement, ces bulles. Mais c'est vrai que si on les identifie après 2 jours de trading, c'est difficile de dire que ce sera une bulle puisque tout le monde est déjà au courant. Toujours en parlant de la tech, on notera quand même au passage que cette semaine, Apple termine quasiment au plus haut de tous les temps. Donc casser ses plus hauts historiques, techniquement ça crée des engouements. Là il y en a un qui est venu hier en disant que cette fois c'est sûr, Apple elle va à 4 000 milliards
de market cap, c'est-à-dire 37% de hausse à faire encore sur Apple. Ça rigole, pas de souci, donc on est relativement bullish sur Apple, comme on est bullish sur les grosses boîtes, même s'il y a eu 2-3 prises de profit. On a vu cette semaine que les gens commençaient à dire les PI des 7 superbes sociétés du S&P sont quand même un peu chers par rapport au reste. Est-ce qu'il faut prendre les profits? Donc ça, on a noté, mais on retiendra quand même que Apple a quand même touché les plus hauts de tous les temps cette semaine, et c'est assez important pour le signaler. On notera aussi, toujours au niveau de la tech, que on a quand même vécu la plus grosse semaine de outflows, donc la plus grosse semaine de vente sur le secteur technologie depuis 10 semaines. Pas une révolution, c'est pas depuis 50 ans. Sur les 10 dernières semaines où il y a eu cette espèce de frenzy crazy sur l'intelligence artificielle, eh bien, la semaine qui vient de s'écouler aura vu les gens commencer à prendre les profits et à sortir de cette thématique. Pour le moment, bien sûr. Ce qui est assez paradoxal, c'est que de l'autre côté, quand vous regardez, et on le verra après sur les performances du SMI, eh bien finalement, on se dit en général, les gens ils sortent de la tech ultra croissance pour venir se poser sur les défensifs, moyennement frappant sur la Suisse quand même, parce que nous on se traîne lamentablement depuis quelques jours. Ça devient un tout petit peu fatigant de regarder le SMI traiter tout seul dans son coin dans un autre monde. Et puis alors il y a deux choses qu'il faudra retenir, dont on parlait beaucoup en fin de semaine. Point 1, c'est le Bitcoin. Alors, le Bitcoin a tapé les 31 000 $, qui correspond à une résistance assez importante. Donc, s'il venait à casser cette résistance, ça sera assez intéressant de voir à quelle vitesse il va pouvoir aller beaucoup plus haut. Et l'autre sujet, c'est qu'effectivement, sur le Bitcoin, eh bien, on se dit, mais pourquoi ça bouge aujourd'hui? Eh bien, on revient toujours sur le fait que depuis quelques temps, vous avez les tout gros providers d'ETF qui ont tous décidé plus ou moins en même temps de se dire, tiens, on va créer un ETF sur le Bitcoin. Alors, si vous créez un ETF sur le Bitcoin, il faut acheter des Bitcoins. Donc, forcément, ceci expliquant cela, ça a créé un peu une vague d'achat là-dessus, puisqu'il y a quand même des gens qui hésitent à aller acheter du vrai Bitcoin et qui sont plutôt contents de faire de l'ETF. Donc en se positionnant sur l'ETF, eh bien, il génère indirectement des achats sur le Bitcoin, ce qui fait que pour l'instant, on a cette possibilité de voir le Bitcoin casser les 31 000 $. C'est pas encore fait cette semaine, mais ça a l'air de se préparer gentiment pour se faire ces prochains temps, donc à surveiller sur l'aspect du Bitcoin. Et puis, on terminera aussi cette semaine, ce résumé de la semaine, en notant qu'il y a quand même eu pas mal de gens qui commencent à parler de récession. On a beaucoup discuté de récession parce que, eh bien, à force de voir les banques centrales qui montent les taux et qui veulent absolument casser l'inflation coûte que coûte, eh bien, donc ça veut dire monter les taux. On l'a vu encore cette semaine, la BNS qui a monté ses taux de 0,25% en disant que c'était pas sûr qu'ils aient terminé leur hausse des taux malgré une inflation à 2,3%. Vous avez les Anglais qui sont au bord de la panique, qui ont monté les taux de 0,5% et qui savent plus comment faire pour freiner l'inflation. Les États-Unis qui laissent supposer que eux aussi ils pourraient encore monter les taux d'intérêt, mais résultat, tout ça fait que les gens se disent peut-être qu'on aura une récession, et c'est un peu le mot qui revenait beaucoup entre hier matin aux États-Unis et ce matin dans la presse encore. Est-ce que la récession, finalement, on ne pourra pas y couper? On notera que cette semaine, une banque allemande qui commence par D et qui finit par banque a déclaré qu'il y avait 100% de chances que l'on se retrouve en récession aux États-Unis, sinon ça ne faisait pas de sens. Les performances de la semaine maintenant, alors effectivement le Bitcoin, plus 15,6%, c'est le héros de la semaine, et tout le reste, sauf le Brésil, qui prend 0,18%. Tout le reste est dans le rouge, avec Hong Kong qui perd 5,7%. On a vu la déception sur la Chine, parce que la Chine a baissé les taux, mais pas assez. Donc du coup, on est toujours un peu déprimé. Et puis le reste, les semi-conducteurs, moins 4,5%, je vous le disais tout à l'heure. Le DAX qui a fait un reversal spectaculaire, on le verra aussi. Le pétrole qui est en train de se faire allumer toujours, qui ne veut pas remonter pour l'instant, et voilà, etc. Enfin, c'est assez vite fait, on a vite fait le tour, tout est dans le rouge, c'était une mauvaise semaine, on peut dire catastrophique. Le S&P 500 ne perd que 1,4%, donc on peut pas encore dire que c'est une grosse prise de profit, mais on voit vraiment dans les sous-secteurs que sur, par exemple, les semi-conducteurs, eh bien, c'était assez violent cette semaine. Et puis nous, la Suisse, on termine moins mal que les autres avec une baisse de 1,45%. Mais franchement, on sent quand même que c'est très très mou et les catalystes sur le marché suisse restent toujours extrêmement difficiles à trouver. Sur les performances du SMI, vous voyez qu'il n'y a que 4 titres qui sont en vert sur la semaine et tout le reste c'est dans le rouge, avec Swiss Partner qui ferme la marche avec une perte de 7,6% sans nouvelle spécifique. Et tout le reste, c'est rien de spécial. Kuehne+Nagel qui repère 1% après avoir intégré le SMI. Le JTEC qui perd 2,65%.
malgré l'annonce d'un programme de rachat d'actions de 1 milliard. L'UBS qui perd encore 2,8% parce qu'on sent on va en reparler tout à l'heure, au niveau d'Archegos, on en reparle de nouveau. Bref, c'était une sale semaine sur le SMI, même si l'un dans l'autre par rapport au reste, on finit moins mal que les autres. Le SMI que voici du point de vue graphique. Alors vous voyez ici qu'on est gentiment sur notre tendance haussière quand même très très basse. On n'est pas revenu jusque là, heureusement d'ailleurs, mais par contre on est venu taper plus ou moins la moyenne mobile des 200 jours, ce qui nous a permis de faire notre petit reversal de fin de semaine, où autrement on était parti pour avoir une sale semaine. Vous voyez qu'en zoomant sur le SMI tout en bas, eh bien, on n'a pas eu une très très grande semaine, puisque c'est toujours assez difficile de remonter. Alors pour l'instant, à très court terme, la Suisse est dans une tendance baissière, on va pas se mentir. Donc du coup, on est vraiment dans une situation où on attend quelque chose pour essayer de repartir à la hausse. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, mis à part les deux pharma et Nestlé, on voit mal ce qui pourrait redonner un peu de dynamisme au SMI dans l'immédiat. On sent qu'on n'a pas envie, et comme je vous le disais tout à l'heure, quand vous avez ce côté croissance qui cartonne aux États-Unis, même s'il y a eu des prises de profit cette semaine, eh bien c'est difficile de se concentrer sur le SMI. En Allemagne, on notera le reversal absolument monstrueux. Attention sur l'Allemagne quand même, ça c'est le DAX, hein, donc vous voyez que il y a quelques semaines, il y a 2 semaines en fait, on a été chercher les plus hauts historiques sur le DAX ici, et que là on a fait un reversal assez important à 16 400, 16 500, et là, alors là, on est en train de repartir à la baisse. On a cassé d'entrée la moyenne mobile des 50 jours là-dessous. On termine en dessous de la moyenne mobile des 50 jours. On a cette espèce de reversal qu'on a fait l'autre jour qui peut peut-être nous servir de point d'inflexion pour rebondir si on y arrive. Mais sinon, franchement, ça fait pas super plaisir de voir le DAX dans cette configuration-là. On l'a connu plus dynamique, et c'est vrai que ça fait un petit peu souci, comme ça traite pour l'instant sur l'Allemagne, et on peut imaginer qu'il y aura quand même quelques prises de profit ces prochains temps, et que l'ambiance est un tout petit peu moins en beau fixe qu'elle n'a été ces derniers jours. Aux États-Unis, le S&P 500 que l'on voit à l'instant, alors je vous fais la grande photo de base, on voit que le S&P, après cette explosion ces derniers temps, eh bien, il a besoin de se calmer, ce qui est assez normal. Alors, on peut se dire que cette tendance haussière qu'on est en train de dessiner, comme je vous le disais tout à l'heure, elle était un peu raide. Si on pouvait avoir une tendance un peu plus dans ce sens-là, ça serait bien. Mais pour ça, il faudrait qu'on revienne aussi un peu plus bas sur le S&P 500, qu'on puisse se reconstruire de manière un peu plus constructive. Alors, pour l'instant, eh bien, comme on le voit, c'est reversal cette semaine. Pas dans des mouvements de foule spectaculaires, hein. On sent que les gens ils veulent sortir, ils prennent les profits, mais en même temps on n'a pas non plus envie de rater le mouvement, mais encore une fois tout est drivé par la techno et le Nasdaq. Le Nasdaq que voilà, alors c'est lui qui drive tout, parce qu'on a quand même eu des prises de profit assez spectaculaires sur certaines valeurs, mais comme vous voyez sur la semaine, eh bien il a l'air un peu moins mal barré que les autres indices classiques. On est toujours dans cette espèce d'immense forme de coupole sur le Nasdaq. Tant qu'on ne casse pas cette espèce de tendance haussière en accélération ici, j'ai envie de dire qu'on peut rester dans cet espoir de voir encore à un moment donné une accélération dont la techno aurait le secret. On peut imaginer un truc pareil. Je ne sais pas quels seraient les catalystes, mais moi ce qui m'impressionne vraiment depuis quelques temps, c'est vraiment cette grande coupole là, qui donne cette forme assez explosive sur le marché. On a eu exactement la même configuration technique sur le Nikkei en monthly. Quand je disais il y a quelques temps que le Nikkei pouvait fortement casser à la hausse, et ben on est en train de faire la même chose. Et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de gens qui disent que si on vient chercher les plus hauts sur le Nasdaq dans cette zone-là et qu'on les casse, alors attention les vélos, parce que ça pourrait galoper derrière. Mais pour l'instant, ce qu'il faudra réussir à faire, c'est déjà aller casser les plus hauts historiques sur le SOX. Et pour l'instant, on n'en prend pas le chemin dans l'immédiat, en tous les cas. On voit ici que le SOX, le Semiconductor Index, a donc tapé cette résistance, passé en dessus et repasse en dessous. Ça correspond à ce point qu'on avait en avril 2022, là où on a déclenché notre reversal. On fait exactement la même chose, mais un poil plus haut. Alors attention, à l'intérieur de tout ça, il y a pas mal de boîtes qui ont vraiment souffert la semaine dernière.
mais il y en a qui ont très très bien tenu. En l'occurrence, comme des boîtes comme Nvidia. Vous voyez que Nvidia, elle a vraiment bien tenu. On ne peut pas dire qu'elle a quasiment pas baissé. Même si on a entendu que pas mal de gens étaient en train de prendre des profits, surtout dans le board de la société. Mais néanmoins, celle-ci, elle tient bien. Et c'est ce qui permet encore aux SOX de ne pas finir trop mal à la fin. Dans les titres de la semaine, eh bien, on parle bien sûr de l'UBS et du Crédit Suisse ou du Crédit Suisse ou de l'UBS ou de l'UBS Crédit Suisse. Eh bien, l'UBS s'est repris un peu un retour de manivelle avec l'histoire Archegos, puisqu'on s'autorise à penser dans les milieux autorisés qu'il y a des centaines de millions de dollars de pénalités qui pourraient être facturées, entre guillemets, au Crédit Suisse, donc à l'UBS. Donc l'UBS, pour avoir racheté le Crédit Suisse, va devoir payer, entre guillemets, les erreurs du passé. Bon, ça, on le savait, c'est pas une grosse surprise. Et puis, de toute façon, avec le gain en capital qu'ils font quasiment en achetant le Crédit Suisse, c'est pas que ça va changer la face du monde. Donc, c'est une grosse nouvelle et c'est pas une grosse nouvelle parce que finalement, tout le monde s'y attendait un petit peu. Mais voilà, donc on voit que on va dire, comment on peut dire, les conneries du Crédit Suisse ne se sont pas terminées avec l'acquisition. Monsieur Armoti a dit que maintenant, on attaquait vraiment dans les choses sévères et que tout le monde aurait sa chance. Hein, les meilleurs seraient conservés et les moins bons pas. Et il n'y a pas de préférence de couleur, comme à l'époque entre l'UBS et la SBS. Eh bien, il n'y aura pas de préférence, soi-disant, ce sera UBS ou Crédit Suisse, mais les meilleurs sortiront vainqueurs de cette histoire. Donc, affaire à suivre pour l'instant. Pas grand-chose à dire de plus sur l'UBS. Voilà le graphique de l'UBS, quand vous regardez à quoi ça ressemble, que dire si ce n'est qu'on est pour l'instant effectivement bien positionné sur cette tendance haussière. Donc techniquement et niveau trading, si on devait faire quelque chose, je dis bien niveau trading, si on devait faire quelque chose, c'est de se positionner autour des 17,40, 17,50 pour jouer un petit rebond en direction des 18,50, mais pas beaucoup plus pour l'instant, parce que pour espérer quelque chose de plus, il faudra déjà qu'on en sache un peu plus. Wow. Voilà, qu'on en sache un peu plus sur la fusion et comment ça se passe. Et il faudra ressortir à la hausse pour pouvoir essayer de casser. Mais franchement, pour l'instant, c'est pas là où je m'excite le plus. Et comme vous le savez, perso, je ne mettrai plus jamais d'argent dans les banques en tant qu'investissement. Neuron est une société pharmaceutique cotée en Suisse, mais c'est une boîte italienne. Alors, il y a des rumeurs qui circulent selon le Finanzenwirtschaft de cette semaine. Eh bien, Neuron, il y aura une boîte qui s'appelle Jazz Pharmaceutical, qui est une boîte irlandaise qui leur tourne autour. On ne sait pas trop pourquoi, mais apparemment, ils ont des portefeuilles communs qui pourraient fonctionner dans le domaine de la neurologie. Et puis, accessoirement, Neuron aurait une licence à vendre sur le côté un médicament contre la schizophrénie. Donc, du coup, rumeur de rachat, le titre a explosé cette semaine pour cette raison-là. Et vous le voyez d'ailleurs graphiquement, c'est juste, voilà, c'est rumeur de takeover. Pour l'instant, rien n'a été confirmé visiblement. Mais voilà, la boîte a quasiment doublé en quelques jours sur des rumeurs de rachat de la part de l'Irlandais Jazz Pharmaceutical. On enchaîne avec le JTAC directement sur le graphique. Donc le JTAC, comme je vous le disais plus tôt dans l'émission, ils ont annoncé un rachat d'actions de 1 milliard de dollars dedans. Donc on revient sur cette tendance haussière. Toujours pas de... Bon, il n'y a plus de CEO, il faut digérer. Les gens se demandent vraiment quel est la potentialité pour Logitech de pouvoir repartir dans la bonne direction. On se le demande aussi. Pour l'instant, on a l'air de consolider sur cette tendance haussière. Donc si on est très patient, peut-être que les choses vont se stabiliser et que ça va s'améliorer un petit peu. Mais pour l'instant, c'est pas le truc où on a envie de se précipiter dedans. Surtout quand on voit qu'on nous annonce un rachat d'1 milliard d'actions. Et tout le monde s'en fout. Givaudan qui continue à se bagarrer avec sa tendance, on va dire son bottom. Cette semaine, Givaudan a été downgradé par l'UBS. Alors d'habitude, l'UBS a un peu plus de puissance que ça. Ils ont downgradé le price target, mais ils sont restés sur celle. Donc ils sont toujours sur une recommandation négative. Mais on voit que sur cette nouvelle, eh bien, Givaudan ne baisse plus. Donc on arrive quand même à des niveaux de support sur la zone des 2800. Bon d'accord, on est quand même 200 balles plus haut, mais je pense que dans cette zone-là, on commence à voir que finalement, bonne ou mauvaise nouvelle, enfin bonne nouvelle, ça peut encore donner de l'espoir, mais mauvaise nouvelle, on a l'impression qu'il n'y a plus d'impact. Donc ça voudrait laisser entendre que quelque part, on arrive à des niveaux relativement intéressants. Pour ceux qui maîtrisent le sujet, je pense qu'essayer de vendre des puts 2800, si vous avez de la volatilité relativement intéressante, ça me paraît sympa. Au pire, vous touchez le titre autour des 2500, je pense qu'on rentrera quand même
dans une valorisation pas excessive sur Givaudan. Donc à regarder ces prochains temps, et je répète, les ventes de put, c'est pour ceux qui ont bien compris le concept des ventes de put, bien sûr. Schindler, voici Schindler. Alors Schindler, on n'en parle pas toujours, mais cette semaine, j'en parle juste 2 secondes, parce qu'en fait, il semblerait pas, en fait, concrètement, il y a énormément de gens du management, du top management, des gens qui sont très importants dans la société, qui sont en train d'acheter des titres depuis quelques jours. Depuis le début de l'année déjà, on a plus de 100 millions de francs suisses qui ont été investis par le management dans Schindler, et on voit que depuis le début de l'année, ça monte, et que là encore, ils ont remis une couche la semaine dernière, plus de 40 millions de francs suisses qui ont été investis par le top management dans Schindler. Donc en général, ça veut dire que les gars, ils sont confiants, ou alors ils savent quelque chose. Bon, en général, ils savent quelque chose, on vous le dira jamais, mais en tous les cas, il faut quand même se rendre compte que pour l'instant, Schindler est plutôt bien positionné, et le management a l'air d'accord avec ça, donc généralement le marché aime bien ce genre de situation. Voilà, vous le voyez, c'est pas la plus grosse semaine de tous les temps, hein. Beaucoup parlé de la Fed, beaucoup parlé des taux, beaucoup parlé de l'inflation, on commence à parler un peu de récession en fin de semaine, donc il faudra être prudent, parce qu'on arrive peut-être dans une zone où c'est l'été, les gens vont réduire les positions, ce sera peut-être moins emballant que ces derniers temps, et puis effectivement on commence à se poser des questions au niveau de valorisation de certaines sociétés. N'oublions pas non plus que dans les semaines qui viennent, on va avoir les publications des résultats, et que si on regarde un petit peu ce qui s'est passé ces derniers temps, tout le monde a upgradé les attentes, tout le monde s'attend à beaucoup plus que le mois dernier. Donc il faudra voir si tout le monde, les sociétés, elles, sont capables de délivrer et de sortir des choses à peu près potables, parce que sinon la déception risque d'être assez violente et spectaculaire, je l'ai déjà signalé auparavant. Mais pour l'instant, ça tient. C'est pas la meilleure semaine de l'année, c'était pas la plus passionnante. On espère que celle qui nous arrive maintenant sera plus sexy et intéressante. Voilà, d'ici là, je vous encourage à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, et puis à revenir me voir lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. D'ici là, passez un excellent week-end, et à lundi. Bye bye.